J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Aujourd'hui, Du Biscuit s'attaque à une question épineuse mais ô combien importante, la déontologie. Salut Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique cette semaine nous fera découvrir la naissance plus que compliquée du média. Un média fondé grâce au financement et à l'investissement bénévole, mais qui a connu des débuts très difficiles, notamment lorsque la rédaction a annoncé qu'un étudiant s'était gravement blessé sur le campus de Tolbiac en avril 2018. Nous approfondirons encore notre connaissance de la notion de la déontologie dans le journalisme et dans les médias. Notre invité, l'historien Patrick Evenot, nous aidera à mieux comprendre cet aspect si particulier du métier de journaliste et nous zoomerons avec lui sur le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Et enfin, nous finirons par voir comment le saisir, ce fameux conseil, et nous évoquerons le cas de France 3 qui a effacé consciencieusement une pancarte lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Comme on pouvait s'y attendre, le choix de la brutalité opérée par le gouvernement face aux étudiants en lutte se confirme et il est lourd de conséquences. Notre spécialiste du sujet, Rémi Kenzo, était aujourd'hui encore sur le terrain. Alors Rémi Kenzo, raconte-nous. Alors, vers 5h du matin, les étudiants en lutte de Tolbiac ont été évacués par la police. Une évacuation très violente selon plusieurs témoins. D'après le syndicat Solidaire étudiant, il y aurait eu plusieurs blessés, dont au minimum 2 graves. On parle également d'une personne évacuée, inconsciente, après avoir été frappée par la police. Plusieurs témoins nous racontent, on les écoute. Là, on a été nassé par les CRS juste devant, alors que vraiment on ne faisait rien, et où notamment à ce niveau-là, on a un des personnes qui était dans la NAS qui s'est pris un coup sur la tête et qui s'est fait tordre la cheville et qui s'est donc évanoui juste devant dans la NAS. Et c'est à ce moment-là où les CRS ont décidé de déplacer la NAS et où il s'est fait piétiner 2 fois. Il a fallu faire des boucliers avec nos corps pour pas qu'il se fasse piétiner, alors qu'il était inconscient à cause d'un coup de matraque sur la tête. À l'intérieur, c'était quand même très très violent. Tous les étudiants qui y étaient, en plus des 2 blessés graves, dont un qui est entre la vie et la mort, ils ont été tous matraqués et même un peu gazés. Et on a des doigts cassés, on a des épaules démontées. Et donc tout le monde a été blessé à l'intérieur. Ça a été extrêmement violent. On a des vidéos pour le prouver. Et la première chose qu'on a vue, c'était quoi ? C'était un gars devant les grilles, avec la tête complètement explosée, une flaque de sang énorme. Et là, les CRS, leur réaction, c'est de nous pousser, nous. Personnes qui, soi-disant, essayaient de défendre nos camarades pour rentrer. Même pas d'aider la personne qui ne se relevait plus par rapport aux grilles. Non, c'était de nous pousser, nous, les premiers. On vient d'écouter le sujet du média qui évoque ces blessés. Martin, que s'est-il passé exactement pour qu'on en arrive là ? Eh bien, avec le recul, on en sait un peu plus, avec le travail également des confrères qui ont fait du bon travail sur ce décryptage, cette erreur, et l'autocritique aussi du média ou de Reporter ou de Marianne, des médias qui avaient relayé cette rumeur de blessés graves. Alors, si certains ont reconnu très vite qu'il y avait un emballement médiatique, d'autres vont mettre plusieurs jours à corriger les infos. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu quand même une grande opération de police ce jour-là, vers 5h du matin à Tolbiac. Et à partir de là, Rémi, il y a pas mal de divergences et surtout des mensonges. On ne va pas revenir pour refaire l'histoire sur chaque élément de cet emballement médiatique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des reporters du média qui ont pas assez bien vérifié des témoignages, qui ont cru des gens qui mentaient. Et ça, c'est difficile qu'on soit reporter aux médias ou journaliste dans un autre média, de décrypter le faux, le mensonge dans un témoignage. Il faut alors recouper les sources, essayer de trouver 2 ou 3 témoins. Et là, il y a eu des manques de sources, des mauvaises vérifications. Il y a eu un peu de tout. On va espérer en tout cas que les nouvelles équipes du média, elles, aient retenu la leçon. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de déontologie, mais en quoi ça consiste la déontologie dans le journalisme ? Dans un métier, dans un secteur professionnel, la déontologie, c'est en fait l'ensemble des règles, des devoirs qui vont régir la profession. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons rencontré Patrick Evenot, historien des médias à la Sorbonne Paris 1. C'est d'une part avoir des sources, plusieurs sources, croiser les sources, les vérifier, les confronter, bref, essayer d'être au plus près de la vérité, même si
quelques semaines ou quelques mois plus tard, au fur et à mesure de l'enquête, on peut trouver une autre source qui va vous contredire. Mais voilà, ça c'est faire du contradictoire quand on fait un article à charge contre quelqu'un ou une institution, etc. Faire du contradictoire, avoir son avis, même si on considère que, bon, voilà. Respecter un minimum la vie privée, avec là une orientation différente suivant que c'est la vie privée des personnes privées, vous et moi, enfin bon, ou de la jeune femme qui sort de l'école avec son enfant, on n'a pas à prendre en photo l'enfant en disant voilà ce qui se passe dans la rue. En revanche, les puissants, les stars, les hommes politiques de premier plan ont droit à une vie privée plus réduite parce que ce sont des personnes publiques. Bon. Donc il y a toute une hiérarchie. La déontologie, c'est éviter les conflits d'intérêts aussi. Les conflits d'intérêts entre actionnaires et rédaction, entre publicité et rédaction. Et puis à l'intérieur même des rédactions, éviter les conflits d'intérêts. Par exemple, un journaliste qui s'occupe de la rubrique médicale, il ne doit pas être financé par un laboratoire par ailleurs pour faire des conférences, ou bien un journaliste qui s'occupe de la bourse, il ne doit pas avoir un portefeuille boursier parce que sinon il peut avoir un conflit d'intérêts. Bon, bref, des conflits d'intérêts. Tout ça, c'est quelques règles fondamentales qui montrent que la plupart des journalistes observent ces règles. Mais il faut montrer au public qu'on peut observer ces règles et qu'on peut se plaindre quand on estime que les règles sont franchies, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut à ce moment-là, le conseil de déontologie journalistique, c'est évidemment d'abord de la médiation entre le public et les médias. C'est évidemment sans aucune sanction, ça ne peut pas être un ordre des journalistes comme certains le disent, parce que les journalistes sont des salariés qui appartiennent à une entreprise, parce qu'il n'y a pas de diplôme spécifique pour rentrer dans le journalisme, contrairement à l'ordre des médecins ou l'ordre des notaires ou des avocats, parce qu'on ne peut pas retirer, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir la carte de presse pour faire du journalisme. Donc c'est pas du tout c'est pas un ordre, c'est un conseil de déontologie qui émet des avis qui seront publiés, si possible, enfin, qui seront publiés sur le site du CDJM, évidemment. On va commencer à en publier bientôt. Et si Patrick Evenot semble aussi intarissable sur la question, c'est qu'il est fortement impliqué dans une initiative qui a été lancée cette année. Oui, il vient d'en parler. Cette initiative, c'est le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Et Patrick Evenot en est le président. Alors, on va essayer d'y voir un plus clair avec cette institution. Et on a demandé à Patrick Evenot d'où est venue l'idée du CDJM. C'est une institution fort ancienne puisque le premier a été créé en 1916 en Suède, donc ça commence à dater. Celui de Suisse date de 1979, celui d'Allemagne de la fin des années 40, celui de Belgique qui est un des plus récents date de 2009 mais il a déjà 10 ans. Un conseil de déontologie journalistique et de médiation comme on vient de le créer en France, c'est quelque chose qui permet de réunir les trois parties qui font un média, c'est-à-dire les rédactions, les journalistes, c'est évidemment ce qui écrit, filme, diffuse, etc. Mais aussi le public à qui on s'adresse et l'entreprise qui est le lien entre tout ça parce que l'entreprise, elle a besoin de gagner de l'argent pour payer les journalistes parce qu'il n'y a pas de rédaction sans entreprise. Bref, le CDJM, c'est un organisme tripartite, complètement tripartite. Chaque collège a un tiers des membres, un tiers du conseil d'administration, un tiers du bureau, enfin bon, etc. Et quand on est saisi d'une plainte, etc., on l'instruit toujours de façon tripartite. Il y a donc 3 collèges qui prendront une décision commune. On peut d'ailleurs retrouver en ligne les présentations des participants au CDJM. Oui, on retrouve par exemple des membres du SNJ, le syndicat national des journalistes, comme Vincent Lanier ou Dominique Pradalier. Mais si vous voulez regarder aussi les profils des autres membres ou candidater pour être membre dans le collège du public, par exemple, eh bien, rendez-vous sur le site du CDJM. Est-ce qu'il y a d'autres membres du CDJM ? Oui, il y a des représentants des écoles de journalistes, des éditeurs de presse, des journalistes à la retraite. Vous allez pouvoir découvrir tout cela sur le site. Et bien sûr, comme l'explique Patrick Evenot, ce sont les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs qui pourront saisir le CDJM. Ce qui est important, c'est ça, c'est que le public pourra dire, voilà, tel article m'a choqué, telle émission m'a choqué pour telle et telle raison. Qu'en pensez-vous ? Et dites-nous si le journalisme a été exercé dans les règles de l'art, déontologique et éthique, ou bien si effectivement il y a eu des dérives, des erreurs, etc. etc. Tout ceci évidemment dans quelque chose de très important, et bien sûr la liberté
de la presse, le droit d'informer reste entier, la liberté d'expression reste entière. On ne touche pas aux lignes éditoriales, hein. Chaque journal ou chaque télé ou chaque radio a sa ligne éditoriale. Il est tout à fait compréhensible que Valeurs Actuelles n'ait pas la même ligne éditoriale que l'Humanité, c'est pas le problème. On ne touche pas aux choix éditoriaux qui sont l'apanage des rédactions, c'est-à-dire que quand une rédaction choisit de traiter tel sujet en grande ampleur plutôt que tel autre un peu moins, c'est un choix parce qu'ils considèrent que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là, à ce moment précis. Mais ça doit se faire dans les règles de l'art. Les règles de l'art, elles sont édictées dans des codes. Il y a 3 codes de référence en France, mais on pourrait en trouver d'autres. Il y a le code du SNJ de 1918 qui a été révisé en 2011. Il y a la charte de Munich de 1971 qui est une charte européenne. Et puis il y a la charte de la Fédération internationale des journalistes qui vient d'être publiée en 2019, qui regroupe 600 000 journalistes à travers le monde. Mais les 3 chartes disent à peu de choses près la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du journalisme dans les règles de l'art ? Alors tout cela, c'est bien beau, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le CDJM. Pourquoi ? Alors ici, on peut marcher sur des œufs un peu. Il faut dire que déjà, il y a beaucoup de monde qui, à raison, vont critiquer la presse. Tout le monde a souvent un avis sur les journalistes. Moi, je regarderais plutôt du côté des journalistes, des futurs membres, des possibles membres ou de ceux qui vont refuser de participer à ce conseil de déontologie journalistique et de médiation. Tout d'abord, la SNJ-CGT qui est contre ce conseil. Elle ne veut pas d'ordre des journalistes. En tout cas, elle y trouve un petit goût de gouvernement, puisque le gouvernement a plusieurs fois demandé à ce que la profession s'organise pour faire un conseil de presse, un ordre des journalistes. Et le SNJ-CGT pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à régler dans la profession, notamment la trop grande précarité des journalistes ou alors l'égalité de salaire entre hommes et femmes, par exemple. Mais il y a d'autres membres possible de ce CDJM qui refuse de participer, notamment l'association Acrimed, l'association critique des médias, qui a toujours un regard intéressant sur le monde des médias. Pour l'association, il ne faut pas que le conseil comporte de collèges éditeurs, il ne faut pas donc qu'il y ait les patrons de presse parce que ça sera difficile d'aborder certaines thématiques avec les patrons de presse. Il faut aussi qu'il y ait une véritable indépendance, notamment économique. Comment sera financé ce conseil ? Comment seront rémunérés, salariés les personnes qui vont répondre aux demandes des auditeurs, des lecteurs, des spectateurs, etc. Donc il y a tout un tas de participants qui ont été approchés mais qui ne vont pas faire partie de ce conseil. Peut-être que c'est le fonctionnement du conseil qui, au fur et à mesure, permettra de voir qu'il y a un bon travail, qu'on a réussi ici, avec ce CDJM, à trouver quelques solutions, éclairer un petit peu les manières de travailler des journalistes. Alors depuis la réalisation de cette interview, le site a été lancé. Alors nous avons décidé de faire un point sur la prise en main. Comment saisir le CDJM ? Eh bien, vous allez sur le site cdjm.org et puis après, vous pouvez appuyer sur l'onglet « Saisir le conseil ». Là, on vous explique qui peut saisir, pourquoi on peut saisir, toute la procédure. Et puis, en arrivant sur cette page de saisie, vous remplissez un certain nombre d'informations, votre nom, votre prénom, d'autres informations. Et puis, bien sûr, vous continuez à ensuite donner le point qui vous choque, le reportage, le journaliste, les propos. Il faut quand même écrire un texte et puis, si possible, mettre une pièce jointe pour pouvoir saisir ce conseil, une capture d'écran, un document PDF, etc. Et ensuite, on espère que le CDJM nous répondra. On l'a saisi il y a quelques jours et il n'a pas encore eu le temps de nous répondre. On va voir si notre demande était recevable et puis, surtout, on vous encourage à le saisir également pour pouvoir affirmer une critique des médias et en même temps essayer d'avancer, essayer de rendre un petit peu de confiance et de qualité aux médias. Et enfin, pour finir, Martin, tu voulais revenir sur un bidonnage. Oui, alors déjà, le bidonnage, qu'est-ce que c'est ? Dans notre jargon, dans notre vocabulaire, c'est une information qui a été inventée, des faits qui sont fantaisistes, des montages grossiers, des trucages mal faits, mais tout ça par des journalistes, sciemment pour tromper le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur. Tu voulais revenir sur un événement qui a eu lieu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Oui, et c'est France 3 qui a été épinglé et a raison pour une grossière erreur. Tout simplement, lorsque la journaliste au journal de France 3 National le soir lance un sujet sur les Gilets jaunes, derrière, dans le fond d'écran, sur le plateau télé, il y a une image prise lors des manifestations de l'après-midi et on voit quelqu'un qui tient une pancarte, une grande pancarte. Dessus, il y a marqué Macron et il y a un espace blanc énorme en dessous.
les téléspectateurs ont vite remarqué qu'il y avait un problème. Surtout que dans le reportage qui suit, on voit bien le même bonhomme avec sa pancarte et il y a marqué « Macron dégage ». Donc, il y a quelqu'un qui a demandé à quelqu'un d'effacer ce terme « dégage » sur la pancarte qui était située derrière la présentatrice du journal de 19h30. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il y a bien une volonté d'effacer, il y a bien quelqu'un qui l'a fait. France 3 a présenté ses excuses en disant que non, il n'y avait pas volonté de masquer de l'information. Si, c'était bien pour moi et pour beaucoup de gens une grosse erreur, surtout que on fait un montage grossier et on s'en rend compte tout de suite et ça fait pas du tout de bien à la profession, surtout dans ces moments de tension où lors des manifestations des Gilets jaunes, de nombreux journalistes ont été empêchés de travailler soit par les manifestants, soit par les forces de l'ordre. Merci Martin, c'est la fin de cet nouvel épisode du Biscuit. On vous donne rendez-vous très très vite. On vous rappelle que vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio. Au revoir et à bientôt. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.